Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalebiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. J'espère que vous avez passé tant bien que mal une bonne journée. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, continuez à nous suivre, à partager, à commenter, à liker. Et puis vous pouvez retrouver tous les programmes en rediff, en replay sur la page YouTube. Algérie 2 points. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, j'ouvre les guillemets, 36 milliards de dollars retrouvés chez une seule et même famille. Voilà ce qu'a annoncé le président algérien, notamment dans le cadre de cette réunion où il recevait les walis et les ministres dernièrement. La chasse aux fonds pillés, vous le savez, fait partie des promesses. C'est ce qu'il avait évoqué, notamment dans le cadre de sa campagne, avant d'être élu en 2012, nommé, mis en place pour en 2019, le 12 décembre 2019, pardon. Voilà ce qu'il, pour lui, vraiment, il était important de tout mettre en place pour récupérer ces fonds, ces biens mal acquis, ces fonds dilapidés. Son cheval de bataille, c'était la corruption. On va en parler ce soir. Donc, ces 36 milliards de dollars retrouvés chez une seule et même famille. Les services de sécurité, donc, ont apparemment découvert 5000 milliards de dinars. C'est l'équivalent donc de ces 36 milliards de dollars 36 milliards en dollars. Donc une information donc bien évidemment à la limite de l'incroyable dans le cadre de cette de chasse de fonds pillés durant la dernière décennie. Les services de sécurité donc ont travaillé avec la justice. On va revenir sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui la justice est indépendante? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est intègre? Est-ce qu'elle peut réellement travailler pour notamment essayer de retrouver toutes ces sommes. En tout cas, en parlant de cette somme, soit l'équivalent, je vous le disais, de 36 milliards de dollars. Vous ne rêvez pas, c'est le président algérien qui l'a annoncé. Une information qualifiée parfois de folle, de non-sens, d'énormité, notamment sur les réseaux sociaux, par plusieurs presses, par plusieurs analystes. Pour vous donner un ordre d'idée, alors écoutez bien, le budget de la Tunisie pour l'année 2022 était de 17 milliards d'euros. Le Maroc pour l'année 2023 avoisine l'équivalent de 54 milliards d'euros. Cela signifie que cette famille algérienne, en tout cas, possédait le double budget de l'État tunisien ou environ 70% du budget de l'État marocain. Alors, pour vous donner aussi un ordre d'idée en termes de poids, comme l'a dit d'ailleurs le milliardaire égyptien, il a tweeté, Naguib Squaris, dans un tweet, 36 milliards de dollars, dit-il, le volume pourrait être un immeuble ou un tunnel sous terre. Où exactement la question est posée. Supposons maintenant que ces 36 milliards de dollars soient découpés en petites coupures de 2000 dinars algériens. Eh bien, écoutez bien, il faudrait 2,5 milliards de billets, soit 2500 tonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, une R5, pour ceux qui sont un peu passionnés de voitures, une Peugeot 205, ça fait à peu près une tonne et demie. Donc 2500 tonnes de billets, il faudrait vraiment que ça soit bien camouflé quelque part. En tout cas, la question qui se pose, quelle logistique il faudrait pour manipuler ce stock. On se rappelle aussi qu'il y a quelque temps, le président algérien Abdelmadjid Tebboune donc avait affirmé avoir récupéré l'équivalent de 20 milliards de dollars, alors sans préciser s'il s'agissait de l'argent ou des biens notamment mal acquis, par exemple jet privé, voiture ou encore maison de luxe à l'étranger. Il avait dit clairement, je cite, 20 milliards de dollars ont été recouvrés à l'intérieur du pays et nous poursuivons l'opération de recouvrement du reste des fonds détournés. On se pose plusieurs questions. D'abord, où sont ces 36 milliards de dollars, puisqu'aucune image, aucune photo, aucune vidéo, bien évidemment. Comment aussi le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il ne faut pas oublier qu'il a été ministre, wali, notamment dans le cadre de ces années où cette corruption a fait parler d'elle-même, où toutes ces sommes faramineuses ont été dilapidées. Comment peut-il, lui, se positionner alors qu'il était aux fonctions à ce moment-là? La récupération aussi de ces fonds volés, sont-ils la responsabilité? Est-ce que cette corruption est-elle la responsabilité notamment de la situation de cette Algérie aujourd'hui en 2023, notamment un certain nombre d'endroits, de secteurs comme la santé, l'éducation, un système défaillant, de grands manquements dans le quotidien des Algériens. Et puis on va revenir aussi sur la justice. Qu'est-ce que réellement la justice peut-elle travailler en toute liberté pour aller récupérer cet argent?
Avec nous sur le plateau, Lyes Djebali, ingénieur économiste. En tout cas, c'est une actualité qui vous parle. Cher Lyes, bonsoir, militant politique hirakiste. Bonsoir Chaban, Monsieur Kassi, merci pour votre invitation à toute l'équipe El Magharibiya et à tous nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci à vous. Merci Lyes Djebali. D'abord une réaction, puisque ça c'est quand même aussi l'actualité, et puis on en parle quelques minutes tous les soirs. On a aussi une pensée pour nos frères et sœurs algériens qui vivent dans une difficulté. Alors on va en parler, puisqu'on parle économie, hein. Il y a eu des centaines de milliers de dollars qui ont été dilapidés, des dizaines de milliards. On va en parler. Donc c'est le quotidien des Algériens. Le quotidien, c'est aussi la répression. Un mot, on vous a pas eu depuis. La Ligue des droits de l'homme en Algérie a été dissoute. Oui, la Ligue des droits de l'homme en Algérie, elle a été dissoute. Elle a été dissoute par un régime qui ne respecte même pas les formes. Vous vous rendez compte ? La Ligue des droits de l'homme en Algérie, elle a été informée de sa dissolution par les réseaux sociaux. Vous imaginez ? Par les réseaux sociaux, à tel point que le régime ne respecte rien. Même la visite d'une diplomate américaine qui n'a évoqué aucun mot sur la dissolution de la Ligue des droits de l'homme. Macron, toute la presse étrangère, sauf quelques journaux de gauche qui ont évoqué la dissolution de la Ligue des droits de l'homme qui a été créée pour défendre les droits élémentaires du peuple algérien. Elle a été créée en 85, officialisée en 89. La preuve, on voit actuellement que la répression, elle touche tous les secteurs. Tous les secteurs. Je dirais même que la Ligue de droits de l'homme en Algérie, elle a échappé parce qu'elle a failli être qualifiée comme terroriste. Vous vous rendez compte ? Ils étaient capables de qualifier la Ligue des droits de l'homme de terroriste pour mettre fin, pour dissoudre cette Ligue des droits de l'homme. Du jamais vu dans n'importe quel pays. Moi, ce que je constate, c'est que la répression, elle a atteint des sommets affolants. Impossible. Un pays comme l'Algérie n'a pas une Ligue des droits de l'homme. Où va-t-on ? Et moi, je reproche à la France officielle, pas au peuple français, de ne pas prendre position avec le Hirak, avec le peuple algérien. Est-ce qu'il y a une Ligue des droits de l'homme en France qui est dissoute ? Est-ce qu'il y a une Ligue de droits de l'homme, en Angleterre qui est dissoute ? Pourquoi se taire ? Se taire, c'est être complice. L'histoire retiendra. Pourquoi selon vous maintenant ? Pourquoi est-ce que cette dissolution elle a lieu maintenant à l'ère du 21e siècle, 2023 ? Est-ce que l'Algérie a vécu des moments, des années difficiles où on se posait cette question cette semaine, où la répression était peut-être plus dure, plus propice à être encore plus dure, à être plus ferme, un pouvoir qui pouvait faire encore plus preuve de fermeté, et on sait qu'il y en a eu, notamment dans les années 90, cette décennie rouge, entre autres, mais maintenant on est en 2023, on a tout de même un président de la République qui est ouvert, qui reçoit des chefs d'État, des ambassadeurs, qui s'expriment, qui organisent, et à l'inverse, on a une période qui, effectivement, comme tous les invités en parlent, les analystes, qui est de plus en plus noire. Pourquoi est-ce que maintenant le système est de plus en plus dur, de plus en plus répressif ? La Ligue des droits de l'homme algérienne, est-ce qu'elle a été dissoute durant la décennie noire ? Non. Elle est dissoute maintenant. Quand on voit un président qui est jovial, qui reçoit Giorgia Meloni pour faire du business, peu importe la couleur de Giorgia Meloni, qu'elle soit d'extrême droite, la représentante américaine aussi, d'ailleurs, et la représentante américaine, qui avec un langage subtil et diplomatique pour ne pas, c'est que il faut que notre peuple, il faut que nos compatriotes sachent que la guerre russo-ukrainienne, elle a relégué la question des droits de l'homme. Toutes les chancelleries occidentales, tout le monde libre est focalisé sur la guerre russo-ukrainienne, et par conséquent,
la question des droits de l'homme, elle devient une question subsidiaire. À vous entendre, on a donc compris que les États sont dans leur intérêt, puisqu'effectivement les États aujourd'hui ne se sont pas... on en parlait hier, la représentante américaine est en Algérie, elle a rencontré le président algérien, elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères, elle a évoqué, elle a fait du saupoudrage en évoquant un peu notamment les droits, mais elle n'a pas été claire en disant, mais attendez, vous venez d'incarcérer un journaliste, Hassan El-Qadi, 40 ans de carrière, vous avez pillé et mis sous scellé 2 médias qui peuvent aussi d'être 2 choses différentes, et puis la Ligue des droits, et puis toutes ces interdictions aussi de sortir du territoire. Elle n'a pas été claire là-dessus, donc on peut comprendre que ces États sont dans leur intérêt. Donc la solution, c'est au peuple à lui-même, c'est au peuple algérien de dire demain on reprend les marches, on continue malgré tout, parce que faut être fort tout de même pour résister. En tout cas, votre question est très pertinente, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est la venue de Giorgia Meloni, en dehors de sa couleur politique d'extrême droite. Elle est venue avec le chef du patronat italien et le président de l'ENI pour négocier ces contrats, pour assurer, sécuriser l'approvisionnement du gaz et partir après. Aucun mot, ils n'ont évoqué aucun mot sur les droits de l'homme. Quant à la diplomate américaine, moi je l'ai toujours dit que les Américains, ils ont besoin de l'Algérie pour la sécurisation du Sahel. Ils ont besoin d'un partenaire fiable pour sécuriser. Malheureusement, ces pays ne cherchent que leurs intérêts et les intérêts de leur peuple. Par conséquent, la solution demeure et reste entre les mains du peuple algérien. Personne ne va nous aider, certes, personne ne va nous aider. Peut-être ils peuvent être compatissants, un peu regardants sur notre parcours, admiratifs par notre volonté d'aller vers l'avant pour construire un État aussi similaire que le leur, mais la solution ne vient que du peuple algérien. Ça, c'est irréversible. Même dans notre esprit, c'est irrévocable. La solution, c'est entre les mains du peuple algérien. C'est le peuple algérien qui doit reprendre son destin. Il faut reprendre le combat de façon pacifique. Il faut que le hirak revienne. Il faut que le peuple comprenne une fois pour tout. Une fois pour tout, on va décortiquer, on va parler de la politique et on va parler des 36 milliards. Vous allez voir, on va parler de l'économie, ce qui se passe dans ce pays. Le peuple doit recouvrir sa souveraineté. Je veux dire, il ne faut pas attendre. Les temps ont changé. Chacun pense à sa petite pomme. Les États-Unis pensent à leurs intérêts. Macron, il a redéfini l'axe Paris-Alger. Il faut le savoir. Là, Macron, il s'est aligné de façon plus que jamais avec le régime algérien. C'est vrai que les relations... C'est fini. Elles ont changé après ces quelques mois, cette petite année très tumultueuse du « je t'aime, moi non plus » entre le président algérien et le président français. Est avec nous Karim Kébir, journaliste. Bonsoir, cher confrère. Alors, est-ce que Karim Kébir est avec nous? Pas encore. Karim Kébir qu'on va donc tenter à nouveau de joindre, qui va venir nous donner un peu son analyse, d'abord en tant que citoyen algérien, en tant que journaliste, analyste sur un peu cette situation. Sur la forme, Elias Djebali, vraiment sur la forme, on a un président d'un État, le plus grand pays d'Afrique, un président de la République algérienne qui, en plein conseil, devant les walis, devant les ministres, annonce comme ça que 36 milliards de dollars ont été retrouvés chez une seule même famille. D'abord dans la forme. Aujourd'hui, en lisant les réseaux sociaux, en écoutant plusieurs presses qui se sont exprimées, on parle de folie, d'énormité, de non-sens, d'incohérence. Il y a des exemples, c'est l'équivalent de 2500 tonnes, c'est l'équivalent d'un tunnel ou d'un immeuble pour certains. Et je dis bien, il s'est exprimé en disant chez une seule et même famille, donc une famille qui pourrait posséder un immeuble de 36 milliards, déjà sur la forme, avant vraiment d'essayer de comprendre qui est cette famille et d'où vient, où était cet argent et à quoi elle correspond. C'est une nouvelle ubuesque, c'est-à-dire c'est incroyable, c'est inimaginable. 36 milliards de dollars, comment ils sont entassés, quelle est la superficie qui s'apprête
à recevoir une telle somme? On a vu dans les réseaux sociaux, quasiment tout le monde s'étonne. Lors du Conseil de ministres, lors de son entretien, de l'entrevue avec les Wali, nous avons remarqué quoi? Qu'il voulait endosser les erreurs, les carences de l'État aux Wali. Ça, une. Et il annonce 36 milliards de dollars. J'attire votre attention. Ça, c'est une étude du FMI, le Fonds monétaire international apolitique, qui a fait une étude sur l'économie informelle pour 156 pays, dont l'Algérie. La part informelle de l'économie algérienne, c'est-à-dire l'économie informelle de l'Algérie, elle est de 36 milliards de dollars. La part informelle de l'économie algérienne, elle a été chiffrée, quantifiée par le FMI, pas moi, pas quelqu'un d'autre, le FMI. 36 milliards pour la fin de 2020. Est-ce que, je me pose juste la question, est-ce qu'il ne s'est pas appuyé en prenant ce chiffre, ce montant 36 milliards de dollars, et l'a affecté à une seule famille unique en Algérie? Alors l'objectif, à vous écouter, donc pour vous, c'est cette économie informelle, mais on sait très bien que le président algérien, son cheval de bataille, c'était de dire, je sais, il l'avait dit clairement, il avait dit clairement, je sais où est cet argent. C'est d'ailleurs c'est fort, c'est très rare qu'un homme d'État, même avant d'être élu, puisse dire à son assemblée ou en étant élu, je sais où est cet argent, je vais la récupérer. Pourquoi ne pas l'avoir récupéré auparavant? Mais pourquoi attribuer cette somme-là à une famille? Alors, de quelle famille? Alors, on sait que l'ancien frère, le frère de l'ancien chef d'État, Saïd Bouteflika, donc, est passé en procès. De quelle famille pourrait-il parler? Si on pouvait avoir des idées, c'est une somme exorbitante. Et pourquoi maintenant, à quelques mois de cette élection présidentielle, il faudrait absolument avancer dans ce dossier? Est-ce qu'il n'y a pas là un but aussi de dire, voilà, j'ai fait une promesse, je la réalise? Honnêtement, une question 36 milliards de dollars, si elle est affectée à une famille, forcément, ça doit être une famille oligarchique qui a fait beaucoup d'affaires. Moi, ce que je sais, ce que nous savons, de façon, je veux dire, précise, que l'informel, quand il est généré par des familles, généralement, il génère ses faibles productivités. Même l'informel, quand il est développé à grande échelle, généralement, c'est des petites familles familiales ou ou un groupe de personnes. 36 000 milliards, est-ce que c'est une famille qui avait le business, la main sur pas mal de secteurs, l'agriculture, le transport, la manufacture et la construction? Voilà, donc plusieurs secteurs. Est-ce que les 36 000 milliards, c'est une famille dont des proches, c'est des militaires aussi? Moi, de ce côté-là... Est-ce que c'est possible réellement? On parlait tout à l'heure d'un budget, de la moitié d'un budget de la Tunisie, de 70% du budget du... Est-ce que réellement c'est possible? Est-ce que cette annonce-là, gardez cette question en tête, on va accueillir Omar Ait Mortal qui vient de nous rejoindre, mais est-ce que là, à un an, puisque les élections présidentielles, ça tombe en avril 2024, on est à une année, un peu plus d'une année maintenant, mais on sait combien la campagne va commencer très tôt. Est-ce que c'est pas une annonce aussi faite peut-être dans ce sens-là? Vous y répondrez juste après. Omar Ait Mortal, bonsoir, opposant politique et candidat aux prochaines présidentielles algériennes, bonsoir. Bonsoir, mais je crois que ce n'est pas la bonne présentation. Moi, je ne m'oppose à rien. Vraiment, je donne mon avis. Conscient de ce que nous pouvons faire, ça reste qu'un avis d'un citoyen. Autant pour moi, ma langue a fourché militant politique, mais comme parfois, on sait pas trop non plus parfois où vous positionnez, mais c'est bien, au moins vous avez plusieurs analyses. Militant politique, ma langue a fourché. Merci d'être là, Omar Ait Mortal. Une question concrète, Claire. Vous y croyez, vous, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donc, qui a fait une annonce tout de même de 36 milliards de dollars qui ont été retrouvés par les services de sécurité. La justice a fait son travail. C'est l'équivalent quand même d'un immeuble. On parle de l'équivalent même de 2500 tonnes de poids. Est-ce que vous croyez tout de même à cette
information qui paraît... Alors, on n'a pas vu d'image, on n'a pas vu de photo, on n'a rien vu, mais est-ce que vous y croyez, vous? Je vous réponds, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui est cohérent dans tout ce que je vois chez vous, c'est bien moi. Hein. Moi, je suis cohérent avec... D'abord, je suis honnête avec moi-même, je ne cherche à plaire à personne. Et voilà. Alors, le président Tebboune a annoncé un chiffre qui paraît un peu irréel. Oui, c'est vrai. Mais ça reste dans sa lutte contre la corruption, l'oligarchie, tout ça. Moi, je crois, hein, je suis un peu au courant de ce qui se passe. Oui, ça paraît exorbitant, un chiffre et tout ça, mais c'est vraiment un non-sujet. Hein. Et parler de ça, je ne crois pas qu'on fait avancer un peu le débat républicain. Par contre, je peux vous dire une chose. Par exemple, Ali Haddad, il doit à la banque 22 000 milliards. 22, ça c'est la justice. D'ailleurs, pour votre information et l'information des auditeurs, la seule partie civile contre Haddad dans son procès à Sidi Mohamed, c'est bien moi personnellement. Il y en a personne n'a déposé plainte contre Haddad, ni les banques, ni personne d'ailleurs. Même son arrestation est un peu illégale. Parce qu'on l'a arrêté, on ne sait pas pourquoi. C'est après qu'il soit arrêté qu'on cherche à donner l'explication. Donc tout ça, c'est pour votre information. Mais moi, je reste honnête avec moi-même toujours. Donc, moi, je crois à la sincérité du président Tebboune. Maintenant, vous parlez de... Il fait ça parce qu'il veut briguer un deuxième mandat et tout ça. Un deuxième mandat, c'est vous, c'est vous, donc c'est tout le monde qui parle. Moi, je veux qu'il y ait un débat de société, arrêter tous les sujets par débat républicain avant. Moi, je ne cherche pas à savoir... Mais le débat, Omar Ait Mortar, le débat, alors c'est une question qui se pose. Hein, est-ce que oui. Dans chaque campagne, avant la fin d'un mandat, on se pose cette question en disant le président sortant se représente. Il avait promis des choses qui ne sont pas rien, puisqu'il avait quand même dit clairement qu'il savait où était l'argent et qu'il allait la récupérer. Donc on peut se poser cette question, est-ce que cette sortie-là, qui est quand même assez importante, en plus de ça, c'est une somme qui a été annoncée en une seule fois, hein, c'est un très gros démantèlement dans tous les sens du terme. Donc nous posons la question. Mais justement, pour faire avancer le débat, est-ce qu'il n'est pas important aujourd'hui aux Algériens, et on va se poser aussi cette question juste derrière, c'est est-ce que réellement aujourd'hui les Algériens, leur priorité, c'est vraiment cette question de retrouver cet argent qui a été dilapidé et non leur quotidien et leurs difficultés. Mais c'est important aussi peut-être d'avoir, quand on est algérienne, d'avoir face à nous un chef d'État qui est transparent, qui est honnête, où il y a des éléments fondés, où il y a une justice qui travaille. Donc on peut aussi se poser cette question ce soir. Oui, mais moi, évidemment, moi je le dis, je le pense, le président Tebboune a de bonnes intentions. Pour moi, il est honnête, il avance. Maintenant, on s'accroche à lui par rapport à un chiffre un peu exorbitant. Ce n'est pas la question, c'est un faux sujet, un faux débat. Un non-sujet, un faux débat. Maintenant, est-ce que moi je crois que le président Tebboune essaye d'éradiquer la corruption, quoique il faut l'aider parce que tout seul il ne pourra pas faire. Nous sommes gangrénés par la corruption. Mais est-ce qu'il peut le faire je vous pose cette question parce que d'abord vous connaissez bien le pays. Je termine juste ma question, excusez-moi Omar Ait Mortar. Est-ce que le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, qui a été ministre, qui a été wali, qui a été aux fonctions pendant cette période tout de même où beaucoup d'argent ont été dilapidés. D'ailleurs, il en est le premier concerné puisqu'il mène des enquêtes. Est-ce qu'il a la crédibilité et la légitimité? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, par exemple en étant ministre, il aurait peut-être pas pu faire ce travail? Est-ce qu'aujourd'hui il a les moyens en termes d'intégrité, d'honnêteté, de sincérité et puis aussi de pouvoir au sens propre du terme? Vous voyez un peu les questions un peu hypocrites. Vous me posez la question et vous avez donné la réponse avant la question. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes en train de dire
et n'est pas capable de faire. Et non, puis, non, je vous demande, non, Omar Haït Mokhtar, c'est dommage parce qu'encore une fois, on perd du temps. On perd du temps, Omar Haït Mokhtar, je vous demande juste, on se connaît bien, on parle en même temps. Je vous demandais juste, est-ce que pour vous, aujourd'hui, un président qui fait ce travail, il a annoncé, il le fait ce travail, il annonce des informations, on essaye de les décortiquer ce soir. Est-ce que ce président qui fut un temps ministre, Wali, qui a été aux hautes responsabilités de l'État, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question, je n'affirme rien, est-ce qu'il a la crédibilité, les compétences et le pouvoir? Est-ce qu'à un moment donné, on ne lui met pas aussi des bâtons dans les roues? C'est une question ouverte, vous y répondez ou pas, mais il n'y a pas de réponse dans cette question de ma part. Posez la question, mais la réponse elle vient avant, la charrue devant les bœufs. Très bien. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que Tebboune ne doit pas lutter contre la corruption, il ne peut pas le faire parce qu'il pouvait le faire avant. Mais écoutez, il n'avait pas ce poste avant, il ne pouvait rien faire, il l'a expliqué plusieurs fois. Moi, je crois en sa sincérité. Eh bien voilà, vous donnez une réponse. Ça peut être une réponse. Mais écoutez, là, vous ne me laissez pas répondre. C'est ça votre problème. Moi, je cherche un débat constructif pour le pays. Est-ce qu'on peut aider le président Tebboune à confirmer, à réaliser ce qu'il a dit? Parce que ce qu'il a dit, finalement, on va l'attendre au tournant. C'est pour ça que la question de son deuxième mandat, il a à défendre un bilan, puis ses affirmations. Est-ce qu'il a réalisé ce qu'il a dit ou pas? Donc, attendons, nous sommes en train de faire une préélection alors qu'il n'a même pas annoncé sa candidature. Ça s'est passé comme ça avec Bouteflika à chaque fois. Mais est-ce que vous avez un candidat? Moi, je suis candidat. Pourquoi vous ne me posez pas la question sur ce que je peux faire? Viendra le moment. Restez avec nous. Omar Haït Mokhtar, est-ce que... Vous êtes en train de dire... Non, mais écoutez, vous êtes en train de dire exactement... poser la question avec un grand point d'exclamation, d'interrogation, que Tebboune est candidat ou pas. Mais laissez-lui le temps, il a le droit de le faire. Il ne l'a pas annoncé aujourd'hui, il a le droit de se présenter, mais parlons de ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire. Moi, on en parle ce soir. Restez, Omar Haït Mokhtar, je vais redonner la parole. D'abord, est-ce que je peux vous garder encore quelques minutes? Oui. Merci. Restez avec nous. D'abord, merci infiniment de nous avoir rejoint. Elias Jebaline, une réaction de ce que vous avez pu entendre d'un point de vue politique. Bon, on a compris que ces sommes-là, on a évoqué cet immeuble, ces 2500 tonnes que représente toute cette somme d'argent, si c'était en petites coupures de 2000 dinars par exemple. Mais politiquement, aujourd'hui, c'est une question qui se pose. C'est une question ouverte. On a un président qui est là depuis le 12-12-2019, mais c'est aussi un président qui a été ministre à un moment donné où, pendant ces 2 décennies, où il y a eu tout cet argent dilapidé, volé, corrompu. Il en parle lui-même, donc on n'invente rien, c'est le président actuel qui en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, ce président, il a les moyens? Est-ce qu'on ne lui met pas des bâtons dans les roues? Est-ce que réellement il a la crédibilité, la légitimité de dire, je crois que c'est Abdelrani Hamel, qui est l'ex-patron de la police, qui disait, d'ailleurs il est derrière les barres aujourd'hui, qui disait lutter contre la corruption, il faut d'abord être blanc pour pouvoir lutter. Tout à fait. Alors moi, je souhaiterais, par ricochet, répondre à M. Haït Mokhtar. L'économie algérienne, elle est fragmentée en 3 secteurs, M. Haït Mokhtar. Vous avez l'économie officielle, vous avez l'économie informelle et vous avez l'économie illégale. L'économie officielle, c'est-à-dire, voilà, elle a généré 144 milliards de dollars en fin 2020. Le coût de l'économie informelle, c'est 36 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Et vous avez l'économie illégale. L'économie illégale. Maintenant, si vous dites que M. Tebboune est président de la République ou chef d'État, ça dépend le qualificatif que vous lui attribuez. Quand on est président, vous savez très bien, récupérer l'argent, c'était son cheval de bataille. Avant qu'il se présente durant sa campagne présidentielle. Le journaliste lui pose la question, est-ce que vous avez une idée sur le montant des biens ou du montant de la corruption? 1 milliard, je ne sais pas, 2 milliards. Vous savez, j'ai une idée dans ma tête. Il a une idée. Comment il a une idée? Est-ce qu'à cette époque-là, il a fait appel, il a demandé une aide judiciaire? Apparemment, lui, son Premier ministre et lui, ils ont fait appel
demandé une aide judiciaire, 30 pays, dont la France. Il y a 140 qui sont en cours de traitement. Jusqu'à présent, aucun euro, aucun dollar ou aucun dinar n'a été récupéré. La deuxième question, l'informel. Vous prenez le Port Square, enfin le Port Square d'Alger, qui génère à lui seul des centaines de millions d'euros. Pourquoi ils ne veulent pas le fermer? C'est de l'informel. Ok, vous ne voulez pas le fermer, ce square, au moins vous essayez avec les institutions de l'État de l'intégrer dans l'économie réelle. Sachant que, j'attire votre attention, les biens, tous les biens illégaux détenus par la mafia italienne sont intégrés dans le PIB italien. Voilà, c'est comme ça. L'économie illégale, vous savez très bien, monsieur Ait Mortar, nous avons 6511 kilomètres de frontières, dont 2562 en zone désertique. Est-ce que vous savez que toute l'économie illégale vit à la contrebande? Pourquoi M. Tebboune n'a pas arrêté? Pourquoi il n'a pas arrêté cette contrebande? Vous savez très bien l'essence qui est subventionnée par le contribuable, ça part en Tunisie. Vous savez très bien que le bétail, il part en Tunisie. Vous savez que le trafic de cannabis psychotrope, aussi, ça génère de l'argent illégal. Vous savez très bien que le Mali, aussi, il y a le traitement des êtres humains. Il y a aussi l'armement. La Libye aussi. Tous les secteurs, tous les pays limitrophes de l'Algérie, ça génère une économie illégale via la contrebande. Aussi, ce qu'on appelle l'économie informelle, l'évasion fiscale. La fuite des capitaux. Vous savez très bien que la corruption, elle a été chiffrée par le FMI de 3 milliards de dollars. C'est pas moi qui le dis, je n'invente pas les chiffres. Je vous envoie gentiment, je vous invite à consulter les annales. 3 milliards. C'est dû à quoi? Aux investissements dans le secteur public. Ça veut dire que dans le secteur public, il y a de la corruption. Monsieur Ait Mortar, la corruption a été institutionnalisée. Ça devient une institution. Une institution. Donc quand on annonce 20 milliards, on a récupéré 20 milliards. Il n'a rien récupéré, monsieur Ait Mortar. 20 milliards, c'est le coût, c'est le montant chiffré par la Cour des comptes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que 4200 biens, des villas, des voitures de luxe, des Porsche, des yachts, des avions, est-ce que leur montant équivaut 20 milliards? Il n'a pas dit en dinars, il a dit 20 milliards de dinars. Et maintenant, en si peu de temps, il annonce 36 milliards de dollars. Tout ça, c'est pas sérieux. Alors merci pour ces quelques points. Avant de redonner la parole à Omar Ait Mortar, politiquement, maintenant, comment il travaille ce président? Voilà, c'est politiquement la question se pose. Il était aux responsabilités. Est-ce qu'il a les pouvoirs aujourd'hui? Il a réellement les forces, les moyens? Il y a aussi cette justice qui est très décriée. On a dernièrement appris il y a quelques heures que la Ligue des droits de l'homme a été dissoute sans que la Ligue soit au courant. C'est-à-dire que c'est une justice qui travaille en catimini, alors qu'on parle, enfin en tout cas pour le président algérien, pour une grande partie du pouvoir, on parle d'une justice libre, indépendante et intègre. Comment, voilà, politiquement, le président, est-ce qu'il a la crédibilité? Est-ce qu'il peut aujourd'hui faire ce travail? Et puisqu'il y a réellement une justice pour faire ce travail. Pourquoi parle-t-on de justice? On parle de justice quand il s'agit d'un État de droit, quand il s'agit d'un État démocratique. Est-ce qu'il y a une odeur de justice en Algérie? Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Je ne vois pas pourquoi on laisse le ministère de la Justice. Il n'y a plus de justice. C'est-à-dire, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire qui a pris le dessus sur la justice. Il n'y a pas de justice. Est-ce que la justice, elle est indépendante? Mais non. Est-ce que la justice, elle obéit à certains autres? Oui. Est-ce que la justice, elle est confisquée? Oui. Est-ce que la justice, elle est aux autres? Oui. Est-ce que Tebboune, il a les mains libres? Non. Mais forcément, il n'a pas les mains libres. Il dépend de l'état-major militaire, il faut le dire. Il dépend de l'état-major militaire. Est-ce qu'il est libre dans ses prises de décision? Non. Il est là. Ce qu'il cherche, en revanche, c'est assurer son deuxième mandat présidentiel. Omar Ait Mortar, réaction, j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être des choses à redire sur ce que vous avez entendu.
Mais bien évidemment, il est gentil, votre invité. Hein. Il est en train de lire les pages Google. Quand il parle de FMI, le FMI ne peut pas juger l'Algérie parce que, vu l'opacité, et il cite bien l'informel, donc les chiffres ne sont pas fiables. Fermer le square, surtout pas, parce que ça profite à des familles. Vous savez, on a 7 millions d'Algériens à l'étranger qui donnent des 500, des 1000 et des 2000 euros par mois. C'est de l'argent injecté dans l'économie. Ça, le FMI ne peut pas le savoir. Le FMI connaît des chiffres qu'on annonce, bien évidemment. Mais revenons au président Tebboune. En tout cas, il essaye de faire. Il fait avancer les choses. Quand je vois les réseaux sociaux, des commentaires des Algériens, Sawiris qui a arnaqué l'Algérie, il a volé l'Algérie, avec évidemment la complicité de certains. Donc de Jay-Z, tout ça, machin. Aujourd'hui, il crie au scandale. Il ne doit pas le faire, pour moi. Sawiris a volé l'Algérie. L'Algérie l'a payé. Elle a payé. L'Algérie a signé. Enfin, les autorités algériennes de l'ancien temps ont signé. Donc, Sawiris doit avoir honte de parler de l'Algérie. Et Tebboune lui a fermé les portes. Il ne peut plus jamais profiter de l'Algérie avec les trucs internationaux. Il a gagné beaucoup d'argent avec l'Algérie en la triomphant. Donc, Tebboune aujourd'hui, le président Tebboune aujourd'hui, il essaie de récupérer de l'argent. Et à chaque fois qu'il essaie de faire, on se met devant en parlant de son bon. Il veut assurer son... Tant mieux s'il veut assurer son deuxième mandat. Présentez-vous, donnez un programme, dites ce que on vous essaie pouvez aussi faire. de comprendre où est, selon vous, alors vous n'allez peut-être pas encore répondre, mais selon vous, cet argent, cette famille, on a des éléments qui, parce que c'est une famille assez conséquente, hein, pour posséder 36 milliards de dollars, hein, on n'imagine même pas ce que c'est comme somme, de quoi faire vivre un pays. On pourrait avoir des suspicions ou des analyses dans ce sens d'une famille et unique seule famille algérienne qui aurait récupéré cet argent, selon vous? Je vois ces chiffres-là, ça me rassure, c'est que l'Algérie est un grand pays, un pays très riche. Il y a beaucoup mais vous n'avez pas d'éléments sur de telle ou telle famille. Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je peux vous dire, ce qu'on appelle les hommes d'affaires en Algérie, tous sans exception, de l'ancien FCE, de la fragmentation, de ce qui a été créé, tout ça, ils ont tous des biens à l'étranger. Ils doivent d'abord régulariser leur situation vis-à-vis du trésor public. Tous les hommes d'affaires qui soient en prison ou dehors, qui activent aujourd'hui, on les voit partout dans les réseaux. Donc, si le président Tebboune veut récupérer cet argent, et on sait où est-ce qu'il est, donc lui, et c'est mieux que moi, mieux que toi, mieux que vous, enfin, de où est-ce qu'il récupère. Il a récupéré. Je suis au courant des choses à récupérer, comme tout le monde d'ailleurs. Mais vous dire que cette famille de l'Est de l'Algérie, 36 milliards ou moins ou plus, je ne suis pas au courant, mais c'est prévisible, pourquoi pas? Donc s'il dit qu'il a récupéré, c'est qu'ils ont récupéré. En tout cas, on n'a pas vu, malheureusement, on n'a pas vu de photos ni d'images. Restez avec nous, je veux juste revenir vers vous puisque le temps passe vite. Une réaction sur ce que vous avez entendu, vous souhaitiez répondre? Oui, je souhaiterais répondre à M. Aït Morta. Deux hommes d'affaires qui ont profité de l'Algérie, qui ont profité du contribuable. C'est l'Indien Lashkami, vous savez très bien qu'il a racheté le complexe d'Al-Hajjar, il a acheté avec $0, 0 euros, c'est-à-dire tenez-le monsieur, prenez-le gratuitement avec son four. Même le passif, ça a été épongé par le trésor algérien. Il l'a revendu 1 an ou 2 ans après, parce qu'il était plus rentable, il l'a revendu pour $1 milliard, c'est-à-dire une plus-value en si peu de temps de $1 milliard. Il a pris son argent, il est parti. Voilà. Dans les locaux sont à Londres, monsieur Aït Morta. Voilà, donc ça veut dire le peuple algérien, il a perdu $1 milliard sur une petite plus-value pour une opération commerciale. Deuxième affaire, l'opérateur, l'homme d'affaires égyptien, Naguib Sawirissi,
qui a fondé, enfin qui était le propriétaire de Gézi. Je ne sais pas combien il a gagné, il a pris son argent et il est parti. Il réclamait 5 milliards de dollars pour éviter le tribunal international. Je pense qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, on ne sait pas. On ne sait pas. On dit que Tebboune ou les officiels algériens ne veulent donner aucun sou. Troisièmement, quand vous dites que l'Algérie est un pays riche, absolument est un pays riche. Première puissance d'Afrique, potentiel énorme, mais le peuple est pauvre. Mais le peuple est pauvre. À quoi ça sert avoir une telle richesse s'il y a des familles qui mangent 8 fois par jour? C'est ça la réalité. Quand vous dites riche, quand le peuple est riche, il arrive. C'est quoi la définition d'un pauvre? C'est-à-dire, c'est quoi? Il se trouve plus dans un groupe social. Il est éjecté dans un groupe social. Il n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Il n'arrive pas à consommer de façon régulière. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que alors je vous coupe un peu parce qu'il est 19h47, le temps passe vite. Est-ce qu'on peut, il y a un quotidien, il y a des Algériens qui vivent certainement très bien, je parle dans leurs moyens au quotidien, en tout cas à se nourrir et se déplacer. Maintenant, vivre dignement, ça c'est autre chose. Vivre librement aussi, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que le quotidien, il y a des systèmes défaillants en Algérie tout de même, des problèmes dans les transports, l'éducation, la santé, on n'apprend rien à personne. Est-ce que c'est aussi, l'une des principales causes, c'est sur notamment ces 20-25 dernières années où toutes ces sommes ont été corrompues, dilapidés par les anciens, l'ancien pouvoir, tant bien que mal qu'il est changé aujourd'hui. Oui, durant la présidence, l'ère de Bouteflika, on a parlé entre 1000 et 1500 milliards de dollars qui a été dilapidé. Après, on a parlé aussi peut-être un peu plus. Hein, il y a d'autres analyses qui disent c'est plus que cela. Après, parce que les 1500 milliards ont été dilapidés suite à l'augmentation du baril du pétrole qui était à 140 $ en 2014. Ça a changé depuis 3 ans selon vous? Mais ça n'a pas changé. Regardez le secteur de santé, il est défaillant, le secteur de l'éducation, il est défaillant, les universités sont défaillantes, les professeurs, ils sont mal payés, les ingénieurs, ils sont mal payés, les médecins, ils sont mal payés. Je veux dire, ça va très mal en Algérie. Moi, je ne suis pas du populisme, on parle de la réalité, nous souhaitons que du bien pour le peuple, hein, nous cherchons rien. Nous cherchons que notre pays, mon pays, le vôtre, M. Aït Mourtar, s'en sort de cette situation. Mais qui va investir en Algérie? Qui va investir en Algérie? C'est une instabilité politique. Pour finir, revenir à la fermeture du Port Square, oui, sur le plan légal, c'est de l'informel. Mais dans ce cas-là, je vous rejoins sur un point, on peut, c'est-à-dire l'intégrer, favoriser son intégration dans le secteur formel et lui préparer, lui baliser la route, l'accès vers l'officialisation. Parce qu'on sait, il fait vivre des familles, on comprend, mais ça reste toujours de l'informel. Et qui gère le Port Square? Forcément, il y a des barons qui gèrent tout ça. Il y a des barons qui veulent que le Port Square fonctionne. Dans un état de droit, on ne peut pas laisser un Port Square comme ça, ouvert je veux dire, parce que ça touche le citoyen, parce que la croissance, elle est sous-enregistrée, c'est parce qu'il y a moins de recettes fiscales, c'est parce qu'il y a plein de choses. Donc il y a plein je veux dire, d'indicateurs et d'éléments économiques qui échappent. Comment vous voulez construire un État il faut être légaliste. Vous voulez être président de la République, enfin, vous voulez vous présenter aux élections. Le minimum, être légaliste. Vous dites, oui, je suis pour la fermeture du square, mais j'ai une autre position plus pragmatique. Je reviens à vous dans un instant, le temps passe vite. Omar Aït Mourtar, alors peut-être que vous allez réagir sur ce que vous avez entendu, mais j'aimerais avant, s'il vous plaît, avoir votre réaction, puisqu'on s'est eu il y a quelques jours, et à l'époque, la Ligue n'était pas encore dissoute. Quelle est votre réaction quand vous avez entendu ça, en même temps que la Ligue des droits de l'homme, en même temps que les Algériens, les Algériennes sur les réseaux sociaux, ça a fuité, ça s'est affirmé. Vous êtes mis en colère de ne pas avoir une justice plus claire, plus transparente, ou pour vous c'est un fonctionnement normal?
fermer franchement la Ligue des droits de l'homme en Algérie. Je crois que même son vice-président, il est parti à Bruxelles. Non, mais sans parler... Non, Omar El Mortal, excusez-moi, on a plus le temps. Je voulais vraiment avoir votre avis sur le fonctionnement et sur la forme. Et de parler des personnes, c'est autre chose, mais sur la forme, est-ce que pour vous, c'est normal qu'une association, une ligue, une ONG ait été fermée sans qu'elle soit au courant, comme ça, d'une manière... D'ailleurs, le jugement a été prononcé il y a déjà quelques temps. Est-ce qu'on peut arrêter l'hypocrisie en Algérie? En tant qu'Algérien, je suis révolté. Ni parti politique, ni association, rien n'est clair, rien n'est substantiel. C'est des gens, je ne sais pas, on défend sa croûte. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les associations. Pour moi, quand j'arrive là-bas, tout est faux. Je veux réagir un peu à ce qu'il a dit votre invité par rapport au square. Surtout ne pas le fermer. Ne pas le fermer parce que ça fait vivre des familles. Il faut d'abord réaliser une chose, c'est que comprendre ce que c'est que l'oligarchie. Qui est oligarque? Ceux qui sont en prison? Non. Et le copain alors, Rabarab est un oligarque, il a remplacé l'État, c'est ça, il a travaillé au compte de l'État, il a remplacé l'État, que ce soit dans les produits de première nécessité, de l'importation et tout ça. Par exemple, je ne suis pas en train d'attaquer Rabarab, au contraire, il faut que Haddad ou Rabarab, pour moi, c'est exactement la même chose. Pareil, c'est exactement la même chose. Avant il n'y a pas que Haddad. Et il y a Khalifati, il y a Moulin et tout ça. Ils étaient des copains de Haddad, ils étaient matin et soir, ensemble, ils ont travaillé ensemble, pareil. Donc, merci. Merci, cher Omar El Mortal. Le direct continue dans quelques instants. Al-Umq, vous avez le mot de la fin. Merci, Omar El Mortal, militant politique et candidat aux prochaines présidentielles. Mais on aura le plaisir de vous poser les questions sur votre programme et surtout comment vous allez pouvoir vous débattre sur les autres plateaux, les médias algériens, peut-être avec le président actuel pour opposer aussi vos programmes. Le mot de la fin avant de se quitter. Je soutiens la Ligue des droits de l'homme algérienne parce que c'est un non-sens. On ferme une Ligue des droits de l'homme, une association, une ONG qui défend la liberté, les droits élémentaires d'un citoyen. On l'a fermée de façon, je veux dire, de façon laconique. Voilà, merci. En tout cas, la liberté pour le peuple algérien et le combat continue. Merci. Parce que nous n'avons pas à nous arrêter. Merci cher Lies Djebali d'avoir été avec nous. Merci Omar El Mortal. Une pensée bien sûr à Saïd Salhi de la Ligue, Algérien des droits de l'homme. On a une pensée à sa famille puisqu'il a perdu son oncle et il l'a posté sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il est aussi dans la douleur, il est dépité car malheureusement il ne peut pas se rendre. Il n'est plus en Algérie pour des raisons que vous connaissez. Il a dû aujourd'hui s'exiler à l'étranger. Dans quelques instants, merci à l'équipe en régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi à 19h, je l'espère, pour la revue de la semaine. Bonne soirée.